Les 2 premiers épisodes de la série Alien Earth sont disponibles sur Disney+, et j'ai décidé de vous en parler. C'est une série créée, écrite et en partie réalisée par Noah Hawley, notamment connu pour son travail sur Fargo et Légion. Nous n'avons que 2 épisodes sur 8 au total, et la suite sortira au rythme d'1 par semaine. Je commence à vous en parler sans plus de spoilers que ce qu'on en dit dans la bande-annonce, et ensuite il y aura une partie spoiler en fin de vidéo. Au passage, oui, en théorie, le mercredi, c'est cinéma, selon le nouveau planning de la chaîne, mais l'intérêt des règles, c'est bien sûr de les contourner, et puis le planning de la chaîne n'est pas là pour être un carcan, bien sûr, donc le cinéma, ce sera pour la vidéo de vendredi. Alien Earth se situe chronologiquement 2 ans avant les événements du premier film Alien, et a priori, la série ignore les développements proposés dans Prometheus, puis Covenant, qui se tenait plusieurs années plus tôt encore. Un vaisseau contenant plusieurs espèces d'extraterrestres au comportement de prédateurs mortels va connaître des petits soucis techniques du fait d'une de ces espèces en particulier, il va venir se cracher sur Terre, loin de sa destination prévue. De ce que j'ai vu, au moins une critique américaine pointe un défaut de rythme de la série qui étirerait trop son intrigue au long de ces 8 épisodes, mais pour le moment, ce n'est pas du tout l'impression que donnent les 2 premiers, qui au contraire posent les personnages, les situations et les enjeux dans un bel enchaînement dynamique. Dynamique, c'est justement le nom de l'une des 5 méga-corporations qui dirigent le monde de 2120, les autres étant Threshold, Prodigy, Lynch et Weyland-Yutani. L'enjeu de la course technologique entre ces titans porte essentiellement sur la quête de l'immortalité humaine. Au tout début de la série, un texte vert sur fond noir nous explique que les 3 solutions envisagées sont les cyborgs, les humains boostés par la technologie, les synthétiques, dont on a l'habitude maintenant dans la franchise Alien, ces androïdes mus par une intelligence artificielle, et enfin les hybrides, un développement tout récent consistant à mettre une conscience humaine dans un corps synthétique. Alors certes, c'est un sujet très classique et souvent traité par la science-fiction, mais ça ne le rend pas moins passionnant et toujours plus actuel puisque cela décrit toujours les objectifs du courant transhumaniste. À ce sujet, on peut noter que les prévisions longtemps jugées fantaisistes de Ray Kurzweil, une figure de proue du transhumanisme, semblent prendre un peu plus de consistance avec les récents progrès de l'intelligence artificielle, sachant que Kurzweil annonce l'émergence de l'intelligence artificielle générale, celle capable de dépasser les capacités humaines d'ici 2030. La grande étape suivante, la singularité qui correspond en traits résumés à la fusion entre humain et intelligence artificielle, il la prévoit à l'horizon 2045, et dans l'univers Alien, c'est donc a priori en 2120 que le bond de géant pour l'humanité survient. Et je reprends à dessein ici la célébrissime phrase de Neil Armstrong, qui voulait dire « c'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité », puisque son exemple est directement mentionné dans le premier épisode. Dans la série, seuls des enfants ou jeunes ados sont en mesure d'être utilisés comme cobayes pour cette transcendance effrayante, ce transfert de conscience, à moins qu'il ne s'agisse d'une copie, le processus est volontairement peu explicité. Uniquement des enfants du fait de leur plasticité neuronale, de leur capacité d'adaptation sans doute, voilà qui nous entraîne dans les références nombreuses et revendiquées à Peter Pan, Wendy, Enfant perdu et tout le reste. Je vous développerai ces éléments dans la partie spoiler de la vidéo. Pour le moment, disons qu'on retrouve des questionnements déjà explorés dans des mangas et animés comme Gun, devenu Alita en anglais, comme Ghost in the Shell ou encore dans la série Westworld, pour ne citer que 3 exemples que j'apprécie particulièrement. On se retrouve donc ici avec une réflexion sur la transformation, les limites de l'humanité, la conscience, la construction de notre moi perçu, le tout dans un contexte d'espèces aliens, à commencer par notre cher xénomorphe, qui vont faire un carnage sur Terre, ou au moins à proximité du crash du vaisseau. Ce vaisseau est nommé USCSS Maginot en référence à la fameuse ligne Maginot, ces défenses très coûteuses construites pour prémunir la France d'un assaut allemand, ligne qui a bien sûr été contournée, en gros un vaisseau avec un nom de désastre annoncé. Cette série c'est l'inverse du qualificatif cheap qu'on met souvent à toutes les sauces, je ne sais pas combien elle a coûté, mais sans doute pas qu'un peu, et cela se voit sans aucun doute possible à l'écran, c'est une grosse production qui donne néanmoins la priorité à ses personnages, tout en n'oubliant pas l'esthétique consubstantielle à l'univers Alien. On a des ambiances jaunes, vertes, rouges et bleues qui s'enchaînent sans pour autant paraître artificielles. On est à fond dans l'environnement technologie analogique, spécifique à cette version du futur née en 1979 bien sûr, avec des touches plus numériques qui permettent de typer le personnage principal, là encore un sujet à évoquer un peu plus avant dans la partie spoiler. La série use beaucoup de fondu, d'effets de transparence et de surimposition. Ces techniques permettent une expression visuelle de thème avec le fondu qui appuie l'union d'une conscience avec un corps nouveau par exemple, et la surimposition pour exprimer une capacité à percevoir la réalité à 2 niveaux en simultané. Si vous vous inquiétez d'une série qui jouerait la montre et maintiendrait le xénomorphe bien caché pendant tous ces épisodes à part les 2 derniers, je vous rassure, ce n'est pas du tout l'idée.
on voit un xénomorphe en action dès ces 2 premiers épisodes, et oui bien sûr, hein, c'est violent à l'écran. Le choix d'introduire d'autres espèces qui sont tout autant inconnues des spectateurs que des personnages est très judicieux car on se retrouve enfin sur un pied d'égalité dans l'ignorance de ce que feront certaines créatures. Pour autant, l'idée n'est pas de voler la vedette aux xénomorphes, mais de participer à créer une ambiance inquiétante et incertaine avec des rencontres qui ont une chance de ne pas être aussi mortelles qu'avec notre machine à tuer préférée, mais pas moins déroutantes ni dégoûtantes. Est-ce que tout est parfaitement logique comme le déroulement d'un automate au rouage bien huilé? Non, mais voir des personnages qui ne sont pas adaptés à une situation, y être plongés, ou encore des gens qui réagissent avec un certain manque de cohérence suite à un traumatisme brutal, est parfois tout aussi intéressant. Du côté des interprètes, maintenant, on peut compter sur Timothy Olyphant dans un rôle secondaire qui met à profit son charisme, sur Sydney Chandler dans le rôle principal, Wendy qui semble prometteuse. Alors j'ai déjà vu des réacs à moitié teubés commencer à la traiter de Marissou, comme si toute la saga Alien ne parlait pas de femmes capables de survivre face à une menace surhumaine. Les gars, reprenez-vous. Par ailleurs, Wendy n'est pas infaillible et c'est évident, sachant qu'elle est une jeune ado dans un corps synthétique de femme adulte, avec bien des capacités à développer, mais surtout une grande interrogation quant à sa nature profonde, entre humanité et autre chose. Elle est la naïve victime d'une expérience à la déontologie plus que douteuse, et dont les conséquences seront explorées, du moins je l'espère, dans la suite. Une distribution qui compte aussi Alex Lauter, qui a marqué dans le rôle de Nemik, le penseur de la révolution de la première saison de la série Star Wars Andor. On peut aussi mentionner Samuel Blenkin qui joue un trillionnaire, ça se dit ça en français, dans la veine du Lex Luthor de Jesse Eisenberg, mais en moins agaçant et en plus glaçant. On a aussi Kit Young vu dans Shadow and Bone sur Netflix, ou encore Babou Cissé dans un rôle qui pourrait vous étonner et qui promet pour la suite. Vous l'aurez compris, sur la base de ces 2 premiers épisodes, je vous recommande carrément de regarder Alien Earth. Rien que l'affichage de sa séquence de titres vaut son pesant de popcorn, sans parler de l'idée d'y inclure un résumé express et en images de l'épisode précédent dans le suivant. On sent déjà que la richesse de cette terre dirigée par les méga-corpos se prêterait facilement à plusieurs saisons, mais voyons pour commencer comment cette première se tient avec ses 8 épisodes. Si jamais il y avait une suite et qu'il faille attendre 3 ans pour la voir, que cette tendance vous interpelle, je vous invite à voir la vidéo que j'ai sortie lundi sur un phénomène qui menace les grandes séries. Je vous rappelle aussi qu'on est maintenant sur un rythme de 3 vidéos par semaine sur la chaîne, lundi, mercredi et vendredi. Pensez aux abonnements, aux pouces, voire aux commentaires, ou encore même à devenir membre de la chaîne, avant de passer aux spoilers, et sinon je vous donnerai en pâture à une créature que je ne peux pas vous décrire, sinon on passerait directement dans les spoilers. Cette menace est nulle. Maintenant qu'on est installé dans les spoilers, on a donc toute cette thématique Peter Pan autour du refus de non seulement vieillir, mais aussi de grandir, ce qui est différent. Le Peter Pan d'Alien Earth, c'est Boy Cavalier, bien sûr, le richissime dirigeant de Prodigy, sachant que, comme le personnage du livre, c'est un égoïste qui ne vit que pour sa gloire personnelle et des moments de sensations fortes sans jamais penser un instant ou faire cas des sentiments d'autrui. Si on voit le Peter Pan en dessin animé dans la série, c'est parce que l'occasion était trop belle avec une série Disney, ils ont les droits, mais c'est parfait pour souligner la différence entre les aspects sombres du personnage et du conte en comparaison de l'adaptation en dessin animé grand public et surtout destiné aux enfants. On a donc les enfants perdus qui entourent Wendy et prennent les mêmes noms avec Slightly, Curly, Nibs, Smee et Tootles. On a immédiatement un nom qui pose question avec Smee. En effet, il s'agit du nom du second du capitaine Crochet et pas du tout d'un des enfants perdus, normalement. Sachant que dans la série, le personnage avec la main en métal qui peut devenir une arme, c'est évidemment le cyborg, Morrow, il semble clair qu'il est l'équivalent du capitaine Crochet. Est-ce que Smee va changer d'allégeance et s'allier à Morrow? Je ne sais pas. Dans le rôle du crocodile qui fait tic-tac, on peut voir le xénomorphe que Wendy entend, ce qui impliquerait que c'est lui qui causerait la mort de Morrow au final. Quoi qu'il en soit, ce Morrow est un antagoniste froid et assez fascinant, je trouve. Son opposition avec les hybrides est prometteuse. Le caractère enfantin évident des hybrides rend leur mission un peu grotesque, bien entendu, mais cette prise de risque insensée est justement ce qui excite Boy Cavalier, qui va à l'encontre des recommandations de son conseiller, un certain Atom Hines, qui a toutes les chances d'être un saint, si vous me demandez mon avis. On peut aussi supposer que la réussite éhontée qui aboutit à la montée en puissance de Prodigy en seulement 10 ans lui laisse penser que ces prises de risque sont des expressions de son génie et son approche agile en comparaison d'un behemoth comme Weyland Yutani. On sent que sa perception du conflit avec Weyland Yutani se limite à des risques de procès,
Boy Cavalier semble ne pas envisager un risque sinon de guerre ouverte, mais au moins d'opérations militaires adverses et surtout d'assassinat contre sa petite personne. J'en reviens à ces enfants dans des corps d'adultes performants. On peut y voir une dénonciation des enfants soldats, avec cette incongruité résumée à merveille quand Wendy s'équipe d'abord d'une peluche, puis d'un sabre court. Par ailleurs, leur incapacité à conserver le moindre secret aboutit à la révélation express à Joe que sa sœur Marcy est devenue Wendy. On pourrait s'agacer de cette scène de l'épisode 2, mais pour ma part, j'ai été agréablement surpris de voir que l'enjeu de la révélation est dépassé très rapidement, sans faire traîner un suspense artificiel autour de cette conversation inévitable. Le seul point vraiment gênant de mon point de vue dans les interactions se situe dans l'incapacité de Joe à insister sur l'existence, l'apparence et le danger que représente le xénomorphe. On peut aussi se demander pourquoi il poursuit la mission, mais il peut estimer tout simplement que s'éloigner tout seul dans le complexe serait suicidaire et qu'il a plus de chance en compagnie de 2 hybrides qu'il considère initialement comme des saintes. En parlant des hybrides, on a un double clin d'œil quand Marcy demande si elle va rêver. Elle demande ça à Dame Sylvia avant de procéder au transfert, ou à la copie de conscience d'ailleurs. Clin d'œil d'une part au fameux rêve des réplicants dans Blade Runner bien sûr, mais aussi référence à une question que Newt pose à Ripley avant de passer en sommeil cryogénique dans Aliens. Alors que Boy Cavalier lit un passage de Peter Pan, on a un plan sur un mouton qui fait l'objet d'expériences, sans doute les premières tentatives de transfert de conscience, on ne sait pas. On peut y deviner une éventuelle référence à la nouvelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, dont Blade Runner est bien sûr inspiré. La procédure de transfert aboutit à la mort immédiate des enfants, mais sans qu'on sache si c'est dû à un transfert ou si c'est un choix pour éviter d'avoir 2 individus ayant la même conscience. Les enfants ont chacun un petit ours de couleurs différentes associé à l'étiquette de leur prénom, ce qui renvoie au déguisement d'ours des enfants perdus du dessin animé Peter Pan. Et la mention d'un ours ensuite comme hypothèse pour expliquer les traces et les cadavres laissés par le xénomorphe semble jouer avec cette idée, l'ambivalence d'une créature à la fois réconfortante en peluche, mais potentiellement mortelle, sans doute en écho à la transformation qu'ont subi les enfants. Alors forcément on se demande ce qui explique que ces enfants ont spécifiquement les mêmes prénoms que les personnages de Peter Pan. En outre, dans le cas de Marcy, devenue Wendy, on insiste sur le fait qu'elle est exceptionnelle. On ne sait pas exactement en quoi, mais cela se traduit ensuite par des capacités bien plus poussées que celles de ses camarades apparemment. En effet, elle entend ce qu'ils n'entendent pas, et elle semble être la seule à maîtriser les réseaux analogiques, comme s'ils étaient numériques, en manipulant les flux de diffusion et en allant jusqu'à modifier le code d'un robot en temps réel, à distance, pour faire un simple clin d'œil à son frère. Morrow, le cyborg, a lui aussi un lien particulier avec Mother, l'intelligence artificielle du vaisseau qui fait l'interface avec Weyland-Yutani. Il serait intéressant de découvrir ce que Wendy pourrait faire en initiant un contact avec Mother. Le créateur Noah Hawley fait une apparition dans la série puisque c'est lui qui joue le père de Marcy et Joe dans les souvenirs. Après tout, il est bien le créateur de ces personnages. Et concernant l'usage des images issues de l'âge de glace, je pense que la nostalgie qui est associée fonctionne d'autant plus que Blue Sky Studio faisait partie des actifs de la Fox rachetés par Disney et que ces studios en particulier qui ont créé Rio et les films de l'âge de glace ont ensuite été fermés par Disney. Pour continuer dans une vision capitaliste et sans pitié du monde, on note que Boy Cavalier donne l'instruction d'organiser le triage des blessés de la catastrophe en fonction de leur niveau de revenus. On est dans de la dystopie qui tâche. Mais bon, d'un autre côté, quand on voit le système de santé aux États-Unis, est-on vraiment si loin de la réalité? Voilà de quoi donner des envies révolutionnaires et c'est en partie ce à quoi s'amusent les scénaristes dans l'épisode 2 avec le passage des super riches déguisés en nobles du XVIIIe siècle. Je ne sais pas si le xénomorphe portait un bonnet phrygien, mais il est efficace. On remarque au passage que le pauvre type qui se traîne alors qu'il est coupé en deux renvoie au destin du synthétique Bishop dans Aliens, bien entendu. Un xénomorphe dont la symbolique phallique est encore plus flagrante cette fois avec un plan sur l'arrière de son crâne. À son sujet, on peut légitimement s'interroger sur le fait que la créature perde de son aura de danger à cause de l'existence du rayon paralysant de Morrow qui est efficace contre elle. Au passage, on peut aussi noter que le sac en polymère liquide est une super idée, mais aussi que le xénomorphe reprend vite conscience et que sans l'intervention des soldats, Morrow aurait sans doute été bien en galère dans l'ascenseur, tout seul avec son colis. Et puis la fragilité des xénomorphes face à certaines armes est présente dans la saga depuis Aliens, donc je ne suis pas plus choqué que ça pour le moment au sujet du rayon. Au moins on peut dire que celui-ci ne ménage pas sa peine pour tuer tout ce qui bouge, guidé par les phéromones de la peur en priorité. En tout cas, c'est ce qu'en pense Morrow. Sachant que les émotions des hybrides sont simulées et artificielles, je me demande comment la créature réagira en leur présence. Pour la petite histoire, sachez que d'après les informations que j'ai pu récupérer, la répartition du monde entre les corporations est la suivante. Pour Threshold, l'Europe et la Scandinavie. Pour Dynamic, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ainsi que la Lune. Pour Prodigy, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique subsaharienne, le Groenland et l'Islande. Pour Lynch, la Russie. Et enfin pour Weyland-Yutani, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, Mars et Saturne. Les deux plus puissantes semblent bien être Prodigy et Weyland-Yutani.
Cette dernière fonctionne selon un principe matriarcal avec un pouvoir passé de mère en fille. Petit détail aussi, si à un moment vous vous êtes posé la question, non, la salive des aliens n'a jamais été acide, c'est bien leur sang qui l'est, donc le fait que des personnages reçoivent de la salive et ne soient pas brûlés est normal dans la série. J'ai hâte d'en découvrir davantage sur les créatures restantes, je ne sais pas si les tiques de l'enfer ne font rien d'autre que se goinfrer de litres de sang en quelques instants, et l'œil sur les tentacules pourrait faire une créature bien cauchemardesque en parasitant autre chose qu'un chat. On se demande d'ailleurs si l'attaque sur un hybride aurait pu aboutir, il est possible qu'on en obtienne la réponse plus tard. Alors bien sûr, on note le manque de prudence ultra classique des gens dans Alien qui collent leur visage à des trucs super dangereux. Rien de nouveau dans les comportements aberrants, même si ce n'est pas forcément le meilleur truc qu'il fallait conserver. Enfin, un petit détail qui m'a chiffonné quand même, le fait de voir les secouristes et les soldats arriver et descendre sur le site du crash sans aucune combinaison contre les radiations, ou au moins avec des masques pour filtrer l'air, le minimum avec la poussière. D'ailleurs, l'image d'un vaisseau qui se crache ainsi sur une ville et un grand immeuble m'a fait penser au 11 septembre 2001, je suppose que c'est volontaire, mais je n'en suis pas sûr, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. L'épisode 3 nous promet un combat Wendy contre Xenomorph et personnellement j'ai très envie de voir ça. Je vous dis rendez-vous dès ce vendredi pour la 3e vidéo de la semaine, et pour l'épisode 3 de cette série, ce sera mercredi prochain. Je verrai si je continue de vous en parler selon vos réactions à cette vidéo. Et donc, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!